Assalamu alaikum. Maintenant, je vais vous donner la map ou bien la carte cognitive du programme du 12e semestre. Alors, cette carte, elle est informative, tout simplement parce qu'elle vous informe. Elle est aussi directive, parce qu'elle vous dirige vers les importantes informations. Et le plus important, elle est intégrale, parce qu'il intègre les différentes importantes informations et met en évidence les différentes articulations et liaisons entre ces informations. Alors, commençons par la première partie qui est la mécanique. Alors, la première des choses qui est très importante dans cette partie, c'est la notion de référentiel, qui nous permet de déterminer l'état d'un solide s'il est en mouvement ou bien au repos. Alors, cela exprime la relativité de mouvement, tout simplement. Alors, après, on a commencé la description du mouvement. On a commencé par la détermination des types de mouvement, à savoir un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Donc pour le mouvement de translation, on a cité deux exemples, une translation rectiligne ou bien une translation circulaire ou bien curviligne. Alors curviligne ou bien rectiligne, donc ça introduit une autre notion très importante qui est la trajectoire. Alors, toujours dans le cadre de la description du mouvement, on avait vu la notion de vitesse. Alors, parce qu'un solide en mouvement, c'est-à-dire il a une vitesse non nulle, donc on doit la calculer grâce à cette formule, Vt égale à T sur T. Après, on avait vu une technique qui s'appelle la chronophotographie, qui permet d'étudier l'évolution temporelle de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse en fonction de temps, c'est-à-dire la détermination de la nature d'un mouvement. Donc, cette nature, soit elle est accélérée si la vitesse augmente, elle est décélérée ou bien retardée si la vitesse diminue, ou bien elle est uniforme si la vitesse reste constante. Toujours dans le cadre de la description des mouvements, on avait vu donc la distance d'arrêt qui est la somme des deux distances, la distance de réaction et la distance de freinage. Alors après, on avait vu une notion très importante qui derrière soit le mouvement ou bien le repos, c'est les actions mécaniques. Alors pour les actions mécaniques, on a commencé par comprendre cette notion. Donc on a dit que dans une action mécanique, il y a un acteur, il y a un receveur et aussi un effet. Alors les effets sont classés, sont quatre effets classés en deux catégories, des effets dynamiques et des effets statiques. Après, donc, on a classé les actions mécaniques donc en deux types. Donc il y a des actions mécaniques à distance et des actions mécaniques de contact. Bien sûr, il y a des actions mécaniques réparties mais localisées. Donc. Alors après, donc, on a introduit la notion de force. Alors tout simplement parce que les actions mécaniques en général sont compliquées, donc on doit les étudier d'une manière simplifiée. Donc c'est le modèle, c'est la force, donc le modèle simplifié. Donc pour l'action mécanique, c'est la force. Alors on a modélisé les actions mécaniques par des forces. Alors pour force, donc on a dit qu'il y a quatre caractéristiques. C'est le point d'application, la ligne d'action, le sens et l'intensité. Toujours avec les forces, donc on avait vu comment représenter le vecteur force. Alors le vecteur force, tout simplement parce que donc une force est une grandeur physique vectorielle. Alors vous devez donc jouer sur les deux voies. Donc c'est-à-dire si on vous demande de faire la représentation d'un vecteur force, donc vous allez décoller des caractéristiques de cette force. Et si on vous demande l'inverse, donc si on vous donne la représentation, donc on va vous demander donc de déterminer les caractéristiques.
Alors, toujours avec les forces, on a cité une force très importante qui est la force gravitationnelle ou bien le poids. Alors, on a dit que le poids, c'est la masse multipliée par le G qui est l'intensité de la pesanteur. Après, on a étudié un exemple de repos qui est l'équilibre. Oui, on a vu les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Alors, toutes les situations mécaniques que vous avez séparées, ce sont des situations mécaniques d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Alors, ces conditions d'équilibre jouent un rôle très important ici, dans la détermination des caractéristiques d'une force. Commencer par la loi d'Ohm. Alors, donc, vous devez savoir appliquer cette relation, l'application directe de la loi d'Ohm, et aussi l'application donc graphique de la loi d'Ohm, c'est-à-dire l'exploitation, le traçage, et les mesures. Donc, alors, concernant la deuxième partie qui est l'électricité, on a commencé par la loi d'Ohm. Alors, concernant la deuxième partie qui est l'électricité, on a commencé par la loi d'Ohm. Alors, vous devez savoir faire l'application directe de cette loi à partir de cette relation et aussi savoir obtenir la caractéristique d'un conducteur ohmique qui est tout simplement U en fonction de I, qui est une droite passant par l'origine 0,0. Donc, vous devez savoir le circuit qui permet de faire ces mesures et aussi donc la transformation des données expérimentales en graphe, c'est-à-dire l'obtention de cette caractéristique et l'exploitation de celle-ci. Exploitation, par exemple, le calcul de la résistance graphiquement, c'est-à-dire le calcul des coefficients des lecteurs de cette droite. Alors, puis on a passé au deuxième chapitre qui est la puissance, donc, et la fameuse relation P est égale à U fois I. Alors, sauf que ici, donc, vous devez faire attention, selon les deux régimes d'alimentation, à savoir donc, le continu et l'alternatif. Alors, dans le cas des courants continus, pas de souci, donc cette relation est toujours valable. Mais dans le cas des courants alternatifs, donc cette relation est valable seulement pour les appareils de chauffage réfrigéré, c'est-à-dire les appareils qui transforment la majorité ou bien la totalité de l'énergie électrique en chaleur par la résistance. Donc l'élément essentiel dans ces appareils, c'est la résistance. C'est elle qui transforme l'énergie électrique en chaleur. Alors, lorsqu'on dit résistance, ça veut dire qu'on peut introduire cette relation dans cette relation et obtenir d'autres relations. Alors, ces relations, donc en plus de cette relation, on peut obtenir cette relation et aussi cette relation. Après, on a vu le dernier chapitre qui est l'énergie. Alors, dans ce chapitre, il y a deux voies. Soit la détermination de l'énergie à l'aide d'un compteur. Dans ce cas-là, on parle de deux méthodes, soit à partir des relevés du compteur, soit par l'application de cette relation E est égal à 1 fois C, c'est-à-dire l'énergie en fonction de N, le nombre de tours des disques, et c'est la constante du compteur. Alors, la deuxième méthode, c'est l'application de cette relation E est égal à P fois T.
avec T, c'est le temps de fonctionnement. Donc l'énergie consommée, c'est dans l'appareil, c'est la puissance multipliée par le temps de fonctionnement. Alors ici, on peut, pour les appareils de chauffage, donc, exploiter ces expressions et écrire donc c'est tout simplement donc on peut multiplier toutes ces relations par T. Si est égal à R, I au carré fois T, et aussi si I au carré sur R multiplié par T. Alors, je crois que c'est ça.